Je reçois Jean-Paul Raillard, directeur général de Sendex, et Philippe Louis, président de la CFTC. Bonjour et merci de votre fidélité à tous les deux au plateau de la web télé de Salon CE. Alors, l'axe que nous avons choisi pour ce semestre, premier semestre 2014, c'est comment améliorer la qualité du dialogue social. Alors, le Code du travail et le dialogue social, on en parle depuis bien avant Xavier Bertrand, mais déjà depuis François Fillon, quand on a commencé à inverser la hiérarchie des normes et prôner un rapprochement de l'accord pour être plus efficace dans les relations entre le salarié et l'employeur. Mais le dialogue social, la question que j'ai envie de poser au président de la centrale CFTC ou quelque autre centrale, c'est comment ça se passe le dialogue social quand on va au ministère du Travail ou à l'hôtel Matignon et qu'on rencontre les collègues des autres organisations syndicales de salariés et des organisations patronales et puis l'exécutif, donc qui est là pour élaborer des lois ou traiter des accords ou demander votre avis. Ça se passe comment ? Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, le dialogue social. Le dialogue social, pour moi, c'est paritaire. C'est-à-dire qu'on a les patrons d'un côté et les organisations syndicales de l'autre. Et qu'il y a des sujets qui intéressent les deux. Et ensemble, on essaye de les faire avancer. Nous, on essaye bien sûr d'avoir des droits nouveaux pour les salariés. Et les patrons essayent d'avoir de la souplesse pour les entreprises. Ensuite, le législateur, lui, quand on le rencontre, c'est généralement pour lui dire soit on veut négocier, voilà le sujet qui nous intéresse, soit lui dire voilà ce qu'on a négocié, voilà ce qu'on veut que vous transcriviez. Et puis de temps en temps, les rôles s'inversent un peu et c'est le législateur qui nous dit bon voilà, on veut légiférer sur un sujet, comment vous voyez les choses ? Donc négociez d'abord, renvoyez-nous votre accord et on le retranscrira et on se mettra d'accord sur une retranscription. Donc vous disiez, il y a d'un côté le représentant des patrons, de l'autre le représentant des salariés. Donc on voit vraiment qu'il y a deux camps qui sont séparés avec des intérêts pas toujours convergents. Vous avez connu deux patrons du MEDEF, puisque vous avez été élu au moment où Laurence Parisot y était encore. Vous connaissez M. Gattaz aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un changement de posture, un changement de thème de discussion et de manière de discuter entre l'un et l'autre? Clairement, il y a un changement de posture là, sur le début de la mandature de Gattaz. On est sur les baisses de charges. Actuellement, on n'est que là-dessus. Dire comment on peut baisser les charges, comment on peut augmenter les marges des entreprises. Bon, après, tout le problème, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces marges. Et on n'est que là-dessus. Alors qu'effectivement, il y a plein d'autres sujets. Il y a la qualité de l'emploi, il y a tout un tas de sujets qui, pour l'instant, ne sont plus abordés par le MEDEF. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à se remettre autour de la table et réenglober l'ensemble des thématiques pour essayer de trouver un équilibre. La transition est parfaite pour aller voir l'expert, donc Jean-Paul Raillard de chez Sendex, puisqu'on parle d'améliorer les marges des entreprises et de réduire ce que d'aucuns appellent charges et d'autres cotisations, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Comment sont utilisées aujourd'hui ces marges? Est-ce qu'elles sont simplement à remonter aux actionnaires ou est-ce qu'elles redescendent pour de l'emploi? Est-ce qu'il y a une concentration des directeurs des affaires financières, administratifs et financiers sur de l'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un peu plus de civisme de la part des entreprises? On pourrait certainement demander plus de civisme. Je crois qu'il y a eu un phénomène là, depuis 30 ans là, de financiarisation, enfin, qu'on a décrit beaucoup, qui continue encore parce que le pouvoir converge fortement vers les directions financières. Et c'est très souvent les directions financières qui donnent le là un peu de la répartition de la marge ou de la répartition de la valeur ajoutée. En disant, naturellement, on est en attente d'un certain niveau de taux de profit donc par rapport aux capitaux propres qui ont été engagés par les actionnaires ou par les propriétaires de façon générale de l'entreprise. Derrière ça, on sait que ça doit passer donc, par de l'investissement, ça va passer aussi par de l'emploi, par un certain nombre de choses. On ne dit pas justement que tout l'emploi ou tout l'investissement est sacrifié. Mais il y a une priorité des priorités qui est de servir le taux de profit, donc le taux de rendement donc des fonds propres là, des actionnaires. Et derrière ça, une entreprise maintenant n'hésite plus justement donc, à se séparer d'une branche d'activité. Enfin, elle ne l'a jamais fait, hein, mais elle le fait très facilement si ça ne rentre pas dans son business plan donc, à 5 ans ou à 10 ans, dans lequel elle veut se concentrer sur telle ou telle partie de son activité. Donc là, on est vraiment donc, sur un élément donc, extrêmement prégnant qu'on ne retrouve pas, mais qui fait aussi très fortement la différence entre les grandes entreprises, celles du CAC 40 par exemple, et les petites entreprises. On ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même sac, si je puis dire. Hein. Les entreprises du CAC 40 ont effectivement cette vision financière, elles ont en même temps cette vision d'optimisation fiscale qui en fait partie, qui décline aussi de ça. Et puis derrière ça, on a les PME locales, on a des groupes de PME
Il nous reste encore quelques PME familiales également qui ont une vision beaucoup plus patrimoniale, si je puis dire, donc aussi de leur activité, mais qui très souvent se retrouvent maintenant en état de sous-traitance, de conditionnement, si je puis dire, aussi par des grands donneurs d'ordre qui leur dictent également leur conduite. Donc même si elles ne le veulent pas, elles sont obligées par contre, elles, de baisser leur prix de vente et de consacrer donc l'essentiel de leur marge à baisser les prix. Alors, on avait interviewé Jean Auroux ici, et je lui avais posé la question, est-ce que vous pourriez aujourd'hui réécrire les lois Auroux? Il m'avait dit certainement pas. Parce qu'à l'époque où on a écrit les lois Auroux, on avait affaire à des capitaines d'industrie qui connaissaient leur business. Aujourd'hui, on a affaire à des banquiers. Est-ce que ce qu'on connaît depuis le début des années 2000, à savoir cette réforme, modernisation, on a mis tout un tas de mots devant le dialogue social, ne découle pas de cette financiarisation et de cette volonté de faire de l'argent pour faire de l'argent, un peu comme si c'était la seule finalité au détriment de l'emploi et du social. Quelle est la vision du syndicaliste là-dessus, sur ce changement de patronat ? Non, mais la vision du syndicaliste, c'est justement ça, c'est de pouvoir continuer à peser sur les choix de l'entreprise. C'est pour ça qu'on demande d'être associé aux discussions. C'est pour ça qu'on a demandé d'avoir des représentants au conseil d'administration des entreprises. Le dialogue social, c'est aussi peser, prendre toute sa place. Les salariés sont partie intégrante de l'entreprise. Ils représentent une des forces de l'entreprise. Il faut qu'au moment des décisions, ils puissent peser sur ces décisions. Et c'est ça le dialogue social. C'est en fait essayer d'être le contrepoids à cette finance qui, si on la laisse faire, effectivement, on risque d'aller droit dans le mur. Parce que l'impression qu'on peut avoir vue de l'extérieur, c'est qu'on a deux catégories de dialogue social. Et vous en parliez très bien tout à l'heure. Les TPE-PME qui, elles, sont sur du patrimoine, etc., ont l'air d'avoir un dialogue avec les salariés qui est beaucoup plus constructif et beaucoup plus, j'allais dire, allant dans le sens du progrès social que celle des banquiers. Et est-ce qu'il remonte, depuis les délégations syndicales que la CFTC peut avoir dans ces entreprises, des sons de cloche différents en fonction qu'on est dans l'une ou l'autre de ces types d'entreprises, patrimoniales ou financières? Clairement, oui. Oui, dans les grands groupes, la donne n'est pas du tout la même. Mais bon, on est plus effectivement sur la marge de l'entreprise, sur essayer de peser, dans les PME, ce n'est pas tout à fait ça. On s'intéresse clairement à la marge d'entreprise. On a en face un patron qui est le décideur. C'est une concertation qui peut amener le patron à prendre des décisions ou des autres. Il demande conseil aussi à ses salariés. Ce sont ces salariés qui connaissent aussi bien que lui l'entreprise, qui connaissent les choix. Vous savez, dans une entreprise, souvent, quand on discute avec les copains dans l'entreprise, ils disent voilà, on a fait ça, mais c'est sûr, on ira dans le mur parce qu'on sait que ce modèle-là ne marche pas, c'est l'autre qui marche. On sait que là, il y a tel problème. Et donc, s'il y a une concertation, c'est aussi ça le dialogue social. C'est une concertation sur l'outil de travail, sur toutes ces choses-là. Et là, on voit que quand on est en symbiose entre les salariés et le patron, et que tout ça marche bien grâce au dialogue social, l'entreprise va mieux. Et l'expert, est-ce qu'en fonction de la typologie de l'entreprise, donc PME, familiale ou grande entreprise financière, vous avez des lettres de mission qui sont différentes de la part des élus qui vous mandatent? Oui, on a des lettres de mission très différentes. Alors, je voudrais quand même juste revenir sur le fait que moi, j'imagine très bien j'imagine et je le vois, qu'il y a aussi un très bon dialogue social dans quelques grosses entreprises. Il n'y a aucun souci. Dans lesquelles il y a une culture aussi de dialogue social et on souhaite associer justement les organisations syndicales aux décisions d'entreprise, au moins les faire participer, les faire négocier donc là-dessus, en estimant que c'est un facteur aussi de cohésion de l'entreprise et un facteur de progrès de l'entreprise. Donc toutes n'ont pas une vision complètement financière, comme on le disait tout à l'heure. Dans les PME, à contrario, quelquefois on a des rapports relativement durs, parce qu'on a un chef d'entreprise qui décide, comme disait Philippe, qui décide tout, qui n'a pas envie aussi forcément toujours de discuter aussi, on va dans les petites boîtes, et qui n'a pas forcément envie, et qui a envie d'être le patron jusqu'au bout, et puis qui lui est très souvent soumis à des contraintes aussi extrêmement fortes. Alors après, on voit des lettres de mission. Oui, il y a des lettres de mission qui sont tout à fait différentes, en ce sens où c'est vrai que plus on a affaire à des grandes entreprises, en général, plus on a affaire à des organisations syndicales qui ont pu former leurs militants. Donc, oui, il y avait un rapport très intéressant qui était le rapport Cherki-Hadas-Lebel à l'époque, où dans le préambule, on voyait que plus les effectifs des entreprises étaient gros, plus la représentation syndicale était présente. Je crois que c'était 98% pour les plus de 5000, alors que plus on descendait dans les effectifs et moins la présence syndicale était forte. Alors effectivement, est-ce que la présence syndicale amène un plus
dans l'entreprise au bénéfice des salariés, ou est-ce que ça amène du blocage? Est-ce qu'on peut tirer une règle ou est-ce que c'est très divers? Le point de vue de l'expert là-dessus. Le point de vue de l'expert, c'est que ça amène quelque chose de très positif. Hein. C'est évident que la présidence de l'organisation syndicale, c'est pas la même chose que de discuter à 10 autour d'une table avec les salariés. C'est discuter donc avec quelqu'un qui a été formé, qui a réfléchi aussi parce que derrière, il a une organisation syndicale qui le soutient. Donc il a des choses à dire, il a des choses à négocier, il sait par où prendre les choses, il a été formé à la négociation. Donc on n'est pas dans une discussion de salon comme on peut le trouver aussi, où un petit patron de PME pourrait dire bon ben je vous mets combien d'augmentation aussi cette année. Donc en disant il y a les augmentations de salaire, mais il y a aussi une politique salariale, il y a ceci ou il y a cela, on veut aller plus loin dans les gens formés, donc c'est très différent. Donc on a des lettres de mission qui sont dans les petites boîtes très souvent, qui s'apparentent plus à de la formation, hein, où on explique les comptes, on les rend intelligibles, on explique la politique de l'entreprise, les contraintes, les enjeux de l'entreprise. Mais dans une plus grosse entreprise, très souvent, on cible un peu plus de problèmes et on s'intéresse donc plus à telle ou telle chose, aux investissements, aux aspects optimisation fiscale, aux aspects CICE, aux aspects de ce genre-là, ou politique générale de rémunération ou GPEC, parce qu'on a aussi des délégués syndicaux qui sont mieux formés également et qui sont capables de négocier à un autre niveau. Alors Philippe, quand on est autour de la table en face de M. Gattaz, Roubaud, etc., est-ce qu'on est plus fort à 5 avec les collègues de la CGT, la CFDT, etc., ou est-ce qu'on serait plus fort à 6, 7, 8 est-ce qu'aujourd'hui, on a une organisation syndicale, je pense à l'UNSA, qui crée et qui commence à gagner sa représentativité, la FSU aussi dans certaines boîtes. Est-ce qu'au niveau national, on ne serait pas plus fort à 6, 7 ou 8? Mais je pense que pour être entendu, être crédible, il faut être positionné dans le maximum d'entreprises. Hein. Donc l'interpro, c'est être bien implanté un peu partout. Voilà, toutes les organisations syndicales qui sont implantées et qui ont une bonne implantation, la loi de 2008, c'est un peu ça, hein, c'est de dire, celles qui représentent plus de 8% peuvent représenter l'ensemble des salariés. Voilà, c'est la règle. Après, je pense que les organisations qui ne sont pas reconnues représentatives aujourd'hui, ne sont pas implantées dans tout ce tissu industriel, quoi. Donc, laissons faire le temps, laissons les organisations faire leur trou si elles ont un trou à faire, et puis on verra après. Et alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous voient qu'à la télé, à la sortie de l'hôtel Matignon, pour faire le communiqué de presse et la déclaration, comment ça se passe avant? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous travaillez dans vos bureaux? Est-ce qu'il se peut que vous disiez, est-ce qu'on a quelques points communs là-dessus sur lesquels on ne veut pas lâcher? Comment ça se passe les relations entre les patrons des organisations syndicales? On a souvent l'occasion de se rencontrer. Quand il y a des sujets comme ça, généralement, on trouve toujours un moyen de connaître un petit peu l'avis de l'un de l'autre. Soit on s'appelle, Et effectivement, on essaye de pousser, quand on voit qu'on a des convergences, on essaye de pousser ces convergences. Quand on a des divergences, chacun y va de son côté. Mais on essaye d'être un petit peu en synergie. On essaye de faire avancer la position de son organisation, mais dans l'intérêt général. Vos équipes travaillent ensemble? Tout dépend des sujets. Oui, il y a certains sujets où les dossiers sont travaillés ensemble. Il y a d'autres sujets où on n'a pas les mêmes positionnements. Hein. Il y a aussi des cas où on est diamétralement opposés. Donc là, effectivement, chacun mène son chemin. Mais ça ne veut pas dire que c'est la richesse du pluralisme syndical. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de syndicats et qu'on ne peut que dire à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas syndiqués, avec l'éventail des organisations syndicales qu'on a en France, il y en a forcément une qui vous convient. Et rapprochez-vous de cette organisation syndicale, parce que 7% de salariés syndiqués, ça ne va pas aider au dialogue social. Ça enlève la crédibilité au dialogue social. Mais quelque part, chaque salarié est un petit peu syndiqué, du fait qu'il accepte qu'on applique la convention collective dans son entreprise. Alors c'est clair que la convention collective lui ramène quelque chose, mais si on veut aller jusqu'au bout de la logique, ce sont les organisations syndicales qui ont syndiqué, donc qui ont négocié cette convention collective. Donc si le salarié veut peser sur cette négociation, il faut qu'il rejoigne l'organisation syndicale qui tiendra compte de son avis. Alors, dans certaines entreprises, la nôtre par exemple, quand il y a des formations management, on explique les institutions représentatives du personnel
et on raconte et on explique qui sont les organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Est-ce que, pour vous qui faites aussi de la formation, Syndex, pas que de l'expertise, ce ne serait pas un plus qui améliorerait le dialogue social dans l'entreprise que d'expliquer aux managers que le syndicaliste, ce n'est pas simplement l'empêcheur de licencier en rond, mais c'est aussi celui qui dialogue et qui peut être constructif? Oui, non, c'est une question particulièrement pertinente, si je puis dire, parce que on intervient, nous, au niveau des formations supérieures, déjà. Je pense qu'il faut prendre aussi les futurs managers lorsqu'ils sortent des écoles de commerce, lorsqu'ils sortent de l'enseignement supérieur, et qu'ils aient déjà plus qu'un vernis de dialogue social. Ça commence à se faire. Donc, et on est en relation et en partenariat avec un certain nombre d'écoles où on apporte aussi du savoir-faire là-dedans et on essaye donc justement de participer à des séminaires, à des cours donc sur le dialogue social qui sont instaurés donc ces 10 dernières années. Donc, je crois qu'il y a eu un progrès là-dessus. Après, il faut, comme vous le dites, hein, c'est vrai, il faut dans la formation, il y a la formation pour les syndicalistes, il y a la formation également pour les managers et le dialogue social ne s'invente pas. Il faut qu'il se pratique naturellement, mais il faut aussi avoir un minimum donc également de lieux dans lesquels on échange d'expériences, dans lesquels on se forme aussi à cette négociation, dans le respect aussi de la partie adverse. Et il y a beaucoup à faire chez les managers, beaucoup à faire. Oui, puis dans l'entreprise aussi, parce qu'on parlait du dialogue social national, celui auquel le président de la CFTC participe, mais le délégué syndical CFTC, c'est le président de la CFTC dans l'entreprise. Celui-là, le dialogue social avec le patron, quelquefois, il est un peu plus épineux parce que là, c'est une confrontation dure entre le salarié et son employeur. C'est-à-dire que là, il y a un lien de subordination entre les deux quand il n'est pas dans l'exercice de son mandat. Alors, quel conseil le président de la CFTC donnerait à son délégué syndical pour la prochaine fois que celui-ci va interpeller son employeur ? Non, mais je pense qu'il faut être crédible, quoi. Il faut bien préparer ses dossiers, savoir de quoi on parle, ne pas être dogmatique et être constructif. C'est le mot d'ordre de la CFTC, être constructif, voir comment on peut faire avancer les choses. C'est regarder la situation. C'est un peu une notion subjective. La notion de constructif vue du côté salarié ou du côté patron, il y a peut-être des divergences aussi. Non mais attendez, on peut, quand on est en face du patron, demander ce qu'on veut. Après, il accepte pas. Après, c'est à nous de donner les arguments pour qu'il accepte. Il n'y a pas de honte à réclamer une augmentation de salaire. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de honte à demander une amélioration des conditions de travail. Il n'y a pas de honte à demander que la sécurité soit améliorée. Donc, on peut très librement en discuter avec son patron et argumenter pour qu'effectivement les choses changent. Alors, comme ça, vu de l'extérieur, en candide, je dirais que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des gens qui se parlent et que la qualité du dialogue social dépend de la manière dont on se parle. Est-ce que, par exemple, baser toutes les négociations sur la seule négociation annuelle obligatoire, qui est quand même le point dans l'année où on n'est pas à armes égales, est une avancée dans la qualité du dialogue social? Mais il y a tellement de choses qui sont liées actuellement. Mais même si c'est une négociation dans l'année, tout ça se prépare. Il y a un calendrier, il y a tout un tas de préparations qui doivent se faire. Donc les NAO, ça doit être l'aboutissement aussi à un certain moment, où on lit le tout. Donc bon, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'avancée. Je pense pas. Il faut effectivement préparer, et il y a d'autres sujets qui passeront fatalement pas par les NAO. Alors, ce que vous voyez du point de vue de l'expert depuis X années maintenant, parce que Syndex, ce n'est pas une maison qui commence son activité, qu'est-ce que vous notez au niveau des avancées obtenues par les NAO? Est-ce qu'on va plutôt vers une hausse des salaires, vers une hausse de tout ce qui est annexe au salaire, quels sont les paramètres qui sont le plus pris en compte dans les NAO depuis quelques années? Ah non, ça reste en majorité donc les paramètres liés à la rémunération, c'est bien évident. Mais alors que les NAO peuvent avoir un champ aussi beaucoup plus large que les rémunérations. Après, on a vu le grand mouvement aussi de l'individualisation des salaires qui passait par les NAO, c'est-à-dire où la portion donc d'augmentation générale des salaires avait plutôt donc tendance à se réduire. Et sur des consignes là aussi, la consigne était il faut maîtriser l'évolution de la masse salariale. Et la meilleure façon de maîtriser l'évolution de la masse salariale, c'est d'accorder le minimum en augmentation générale et ensuite donc de procéder par augmentation individuelle. Donc alors après, on a vu des éléments, enfin des syndicalistes aussi, se mettre dans la négociation sur ces augmentations individuelles, c'est-à-dire quelle est l'enveloppe, comment est-elle répartie, est-ce que ça se fait donc par entretien, etc. Essayer de suivre aussi ça et qui est une vraie politique de l'entreprise. Très souvent, ce qu'on reproche là aussi, naturellement, ces augmentations individuelles, c'est qu'elles sont
sont décentralisés au niveau d'un échelon, etc., qui décide aussi ce qu'il veut, etc. Et il n'y a pas de contrôle non plus syndical, si je puis dire, sur cette question-là, qui est une question donc extrêmement importante. Bon, on a vu tous les rémunérations accessoires du salaire aussi. On sait bien que pendant toute une période, et encore maintenant, l'entreprise, donc il y a aussi ce qui rapporte en net, si je puis dire, donc aussi aux salariés était privilégié, mais qui n'étaient pas forcément aussi, enfin toutes les avantages sur les rémunérations qui n'étaient pas soumis à cotisation sociale, donc se traduisaient effectivement donc par un apport en net qui peut être supérieur, mais en oubliant aussi tout le salaire différé qui est un élément déterminant. Et c'est là où aussi les organisations syndicales ont leur mot à dire en rappelant que si on procédait partout pareil et si on allait au maximum de ce que permet également donc la loi, on aurait des instituts de protection sociale qui seraient encore plus en difficulté qu'elles ne sont maintenant. Donc ça, on a vu aussi très fortement ces mouvements-là. Alors, vous en parliez justement, et je vais en profiter pour parler au président de la CFTC, mais je pourrais dire ça à n'importe quel responsable d'organisation syndicale de salariés. Je suis épaté de voir que les NAO ne tournent que sur la rémunération, alors que quand on prend les textes qui expliquent ce que couvrent les NAO, on passe souvent à côté. Alors j'allais dire, mais que font les formations syndicales là-dedans? Est-ce qu'on focalise sur la rémunération et le salaire de fin de mois? Ou est-ce qu'on parle aussi conditions de travail et insertion des handicapés? Je veux dire, tout ce que couvrent les NAO, qu'est-ce que vous faites dans vos formations, Monsieur le Président? En tout cas, on essaye justement d'introduire ces sujets, parce que ce sont des sujets importants aussi. L'emploi, on voit bien aujourd'hui, l'emploi, c'est aussi regarder les conditions de travail dans l'entreprise, c'est aussi de regarder les effectifs, c'est la GPEC, toutes ces négociations sont importantes aussi pour la pérennité de l'entreprise. Il n'y a pas que le salaire. Donc on essaye effectivement de pousser à ouvrir les négociations sur d'autres sujets. Alors, moi je me sens un petit peu, et j'avais envie de dire une mission, mais d'expliquer aux représentants du personnel syndiqué, puisque les NAO c'est les organisations syndicales, de bien reprendre la liste des points à évoquer et de tous les travailler. Parce que si on ne travaille que sur la rémunération, on peut se heurter au mur du budget. Alors qu'il y a plein de petites choses qu'on peut gagner par tout ce qui est annexe, en protection sociale, en valeur du ticket restaurant, je ne sais pas, tiens, l'expert peut peut-être nous donner des ficelles là-dessus. Comment essayer de gagner un peu plus sans peser uniquement sur la rémunération? Quels sont les points que vous conseilleriez d'aborder aux délégués syndicaux là, pour les NAO qui sont en cours ou qui vont arriver? On disait, oui, il y a toutes les rémunérations annexes du salaire. Donc, vous parliez des prestations type ticket restaurant, type chèque restaurant de façon générale. Il y a tout ce qui concerne aussi naturellement autour de l'intéressement et de la participation. Négocier un accord dérogatoire de participation, ça reste encore d'actualité. Il y a encore plein de choses intéressantes à faire. Quel point on a pour négocier un accord dérogatoire de participation? Parce que là, conseillez-moi, ça fait 4 ans que je le demande, j'y arrive pas. Vous devez, dans toute entreprise où il y a un CE, où il y a plus de 50 salariés, il doit y avoir un accord de participation. Cet accord de participation, il est basique. Oui. Après, il est prévu par la loi, une formule incompréhensible qui peut avoir tous les inconvénients possibles et imaginables, qui a au moins le mérite d'exister. Elle a le mérite d'exister, donc d'être relativement simple. Mais après, derrière, et c'est notre boulot aussi, c'est de montrer qu'il y a tout un tas d'effets pervers aussi qui peuvent faire varier très fortement la participation. C'est son rôle également, d'être naturellement, de ne pas être la même donc, tous les ans. Mais en même temps, il y a un certain nombre de provisions, par exemple, qui ne sont pas déductibles et qui peuvent, de ce fait-là, donc avoir un effet direct sur la participation. Il faut, dans un accord dérogatoire, on doit être capable de se mettre d'accord sur des éléments perturbants qui résultent de décisions de l'entreprise, mais qui peuvent avoir un effet donc justement aussi très important sur la participation, alors que tout marche aussi bien par ailleurs, si je puis dire, ou tout marche pareil par ailleurs, les résultats économiques sont étant les mêmes. Donc là, c'est un élément très important. Même chose sur les... Et alors, pour l'intéressement, c'est quoi un accord d'intéressement gagnant? Pour les salariés, s'entend. Oui, un accord d'intéressement gagnant, c'est lorsqu'on arrive à trouver justement les bons indicateurs qui permettent derrière donc, de simuler, si je puis dire, enfin de stimuler plutôt donc, la rémunération sur des aspects de rentabilité qui sont vraiment les aspects de rentabilité économique. C'est-à-dire donc lorsque c'est vraiment la marge brute de l'entreprise
qui augmentent pour différentes raisons, hein, productivité, autres, etc., prix de vente, ce que vous voulez, mais que ça, une part au moins, se traduise derrière, donc par une meilleure répartition de la valeur ajoutée et par une part plus importante dans les intéressements. Donc c'est vraiment les simulations qu'on peut faire, donc c'est en tant qu'expert, nous, c'est là où on peut aider les organisations syndicales, en simulant telle ou telle donnée, tel ou tel paramètre pour savoir si c'est quelque chose qui est vraiment pertinent du point de vue de la marge de l'entreprise, et derrière, donc avoir aussi un effet. Il y a ça, et puis il y a tous les aspects répartition également, comme dans la participation, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on répartit proportionnellement le salaire ou est-ce qu'on répartit une partie donc également par individu, Alors, etc. dans un accord dérogatoire de participation, j'allais dire qu'on pourrait aller calquer sur un accord d'intéressement finalement. Oui, bien sûr. Alors il n'est pas fait de la même façon. Un accord de participation est plus fait sur les résultats comptables de l'entreprise, comptables et fiscaux de l'entreprise. Un accord d'intéressement, on peut le baser sur tous les indicateurs de gestion. Et l'expert, qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil, P plus I ou P et I ou P ou I? Ah, il donnerait P plus I. P plus I. P plus I, parce qu'il peut y avoir donc des effets un peu, alors quelquefois cumulatifs, hein, mais aussi compensatoires donc quelquefois. Et donc il vaut mieux avoir un bon accord d'intéressement et un bon accord de participation. Ok, donc pas choisir entre les deux une fois l'autre en fonction de certains critères qui débloquent. Rappelez-vous, c'est P plus I qu'il faut négocier. Alors, puisqu'il doit nous rester à peu près une minute, que peut dire le président de la CFTC et dans son vécu, donc à son niveau, pour que le dialogue social s'améliore et que dans les entreprises, on puisse retrouver de la croissance, qu'on puisse retrouver des emplois et du pouvoir d'achat? Je pense qu'il faut de la sincérité des deux côtés, il faut de l'honnêteté. Il faut que les entreprises, les chefs d'entreprise aient l'honnêteté de dire, bon, voilà, il faut que je crée de l'emploi et si je veux en créer, il faut que mon entreprise soit pérenne. Et donc, comment on fait pour négocier des accords qui permettent cette pérennité? Et une fois que j'ai la pérennité, comment je crée des emplois? On a peur de rentrer dans le conflit ou on n'a pas peur de rentrer dans le conflit si on a en face de soi un mur ou quelqu'un de fermé? Mais tout dépend de la situation aussi. Le conflit, bon, c'est pas la culture de la CFTC. Je veux dire, le conflit, quand il y a quelque chose d'injuste qui se passe et qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses, on va vers le conflit. Quand on est dans la négociation, c'est pas forcément le conflit, c'est la persuasion, c'est la réalité des choses qui font que la situation va évoluer. Il n'y a pas besoin d'aller vers le conflit pour faire évoluer. J'aimerais bien garder cette conclusion, excusez-moi Jean-Paul, mais je trouve que cette conclusion est très positive et je voudrais rester sur cette note-là. Pour améliorer le dialogue social, on n'est pas obligé d'aller vers le conflit. Merci Philippe de ce message, merci Jean-Paul d'être venu et merci à tous les deux de votre fidélité au plateau de la Web Télé de Salon CE. Merci à vous.